Bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième édition du Récap Ovalie. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, cette semaine, voilà, on va décrypter, analyser l'actualité du top 14 de Pro D2, un petit peu d'international aussi. Vous avez vu le programme de toute façon sur les réseaux. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur mon Insta, sur mon Facebook, sur Twitter. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir les petites infos. On publie ça tous les lundis soirs à 20h. Comme d'habitude, et ce soir, il est avec moi, c'est Kenny Ramoussin. Comment tu vas? Salut Damien, ça va. Fidèle au poste toujours. Bien sûr, en même temps, tu es mon bras droit dans cette émission, ça fait plaisir. Alors, vous voyez, nouvel affichage, on essaie de modifier. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ou pas. En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup mieux, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, c'est toujours bien d'avoir des petits retours. Jette-toi des fleurs, Euh, jette-toi des fleurs. je me jette des fleurs parce qu'on travaille dur. Non, mais sans déconner, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir, ce que vous aimez et tout. Kenny, évidemment, t'es le Mhm. boss du programme. C'est pour toi, vas-y, présente-nous. Je vais vous présenter. Présentez-nous. Présentez-nous, voilà le programme de cette émission. On va commencer par le top 14 des Bordeaux-Bègles. On va revenir sur l'incroyable succès des Bordeaux-Bègles qui ont frappé un grand coup en allant gagner au Racing. Ensuite, on va rester dans le top 14, mais on va parler d'un truc un peu moins joyeux, la blessure de Mathieu Bastaro, la grave blessure aux deux genoux pour l'ancien international. Euh, Est-ce une possible fin de carrière? On va voir, on va en parler. Ensuite, on va aller en Pro D2. On va parler de cette bataille à 3 qui se dessine pour le maintien. Bourg-en-Bresse, Narbonne, Agen. Et ensuite, la nouvelle règle de World Rugby, on va en parler de cette nouvelle règle sur l'éligibilité des joueurs internationaux. Désormais, un joueur pourra changer de fédération et jouer pour une autre nation. On va parler de tout ça et évidemment, on finira par les cap transfert. Cette fois-ci, on devrait le faire. La semaine dernière, on ne l'a pas fait parce qu'on a eu une superbe interview avec notre invité qui était Laurent Cardona. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission, eh bien, honte à vous. Voilà, et puis évidemment, elle est à retrouver sur mon YouTube. Exactement. Vous tapez Damien Souillet sur YouTube et vous l'aurez rapidement. Avant du coup de commencer l'émission, n'hésitez pas, voilà, si vous ne l'avez pas fait, à suivre la chaîne et tout pour avoir toute l'actualité et savoir quand je stream et quand je suis en live. En tout cas, l'émission Récap Ovalie tous les mardis à 18h30. Kenny, ce que je te propose, c'est qu'on commence de suite dans le vif du sujet avec ce match de top 14. Ce gros match entre Bordeaux et le Racing Mm. avec une deuxième mi-temps notamment un petit peu folle. Je te laisse nous compter tout ça. Ouais, c'est certainement la sensation de cette 11e journée de top 14. C'était lors du dernier match dimanche soir. L'Union Bordeaux-Bègles qui a gardé sa place de dauphin au classement derrière le Stade Toulousain en éteignant littéralement le Racing à l'Arena. Score final sans appel, 14-37. Et pourtant, il faut savoir que l'UBB était mené 14-6 à la mi-temps. Alors oui, vous avez bien calculé, les Girondins ont infligé un 31-0 à leurs adversaires en seconde période, un retournement de situation assez rare hein, de cette ampleur-là. Triplé de Santiago Cordero, le doublé de Ulepano Soteni ont complètement fait couler un Racing méconnaissable et qui pouvait notamment compter sur le retour de certains joueurs. Je pense notamment au centre international Virimi Vakatawa. Mais voilà, finalement, les Racingmen qui se sont complètement éteints. Et justement, côté Bordeaux-Béglé, on a eu un joueur qui a survolé ce match, qui avait une première mi-temps pas si facile que ça, mais qui finalement a été incroyable. C'est l'Argentin Santiago Cordero qui a vraiment éclaboussé de sa classe ce match et surtout cette deuxième mi-temps. Cordero, cette saison avec l'UBB, 4 matchs, 4 titularisations, 4 essais marqués. Il Donc ne ça joue vole pas mes tous les stats, matchs. d'accord. Ouais. Oui, ça vole tes stats. Merci de me les avoir mises. Mais tout simplement, c'est assez incroyable l'efficacité de Santiago Cordero. Euh, le chat et Damien, je te pose la question, est-ce que Cordero pourrait être des facteurs X de ces Girondins, en tout cas une pièce maîtresse très importante pour les hommes de Christophe Furios? Il a déjà été l'année dernière, il est très important. Là, on sentait que il a fait une petite tournée avec l'Argentine, il n'a pas beaucoup joué, donc on sentait qu'il était un peu revanchard et sa deuxième mi-temps le prouve bien.
Après, il faut pas mettre que Cordero. Il y a Seteny aussi qui a fait un très très gros match au centre et qui a ouvert de nombreuses brèches, donc ça a fait aussi la différence. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, la rencontre de l'UBB, enfin la deuxième mi-temps de l'UBB surtout. Après, Cordero, bah, voilà, comme tu as dit, 4 matchs, 4 titus, 4 essais. Ben, bon, il y en a 3 sur ce match-là, mais un triplé en deuxième période, c'est assez rare, je pense, pour être souligné. Mais c'est surtout sa vivacité, son œil, là, surtout sur l'essai où il met tout le monde un petit peu dans le vent. C'est assez impressionnant de sa part. Voilà, donc je sais pas trop si t'as beaucoup de petites choses à dire sur ça, mais c'est vrai qu'il a été assez costaud, notre ami Cordero. Et puis si on doit rajouter à ça Seteny, voilà, qui a fait vraiment le boulot au centre. Les avants qu'on rendu, mais c'est vrai que c'est surtout ce qui est impressionnant. Là, je vous ai mis le petit résumé du top 14 à l'écran, mais si vous voulez, si en plus de ça, vous rajoutez ben voilà, qu'il y avait personne entre guillemets en première période, que c'était assez serré, mais que le Racing quand Mmh. même semblait devant et que juste après, on se retrouve avec un Cordero et même des Bordelais ultra offensifs. C'est voilà, il s'est passé quelque chose à la mi-temps, c'est certain. À mon avis, Christophe Furios a dû y aller correctement et ça a été assez impressionnant. Bah, c'est pas du genre. Non, C'est t'as pas raison. le genre de Christophe. Non, mais, pour revenir à Cordero, c'est vrai que c'est un joueur sur lequel on comptait beaucoup du côté de Bordeaux-Bègles quand on l'a recruté. Après, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse concurrence, aux ailes bordelaises. Je pense notamment à Ben Lam, le néo-zélandais qui lui était arrivé, vraiment dans un statut de encore plus superstar, compte tenu de son passé en Nouvelle-Zélande. Mais Cordero, il a jamais déçu, avec l'UBB. Heu, il a inscrit des essais importants. Je repense à un essai un peu casquette qu'il met à Northampton la saison dernière sur une pénalité de Jalibert, trop courte, et finalement il est là à la retombée, il marque. Il a toujours été très, très important, dans les matchs qu'il a joués. Et là, dimanche soir, c'est incroyable, ce qu'il fait. Il me semble que c'est son deuxième essai où il fait une partie de dribbling. Le ballon d'or, c'est pas Messi, c'est Cordero sur ce match. Enfin, Ah bah il y c'est a du sang assez. argentin, on le sent, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est peut-être ça qui donne. On voit quelques Argentins en top 14, pas trop mauvais ballon au pied, donc ouais, ça a Mmh. peut-être joué, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Puis même le jeu, là on le voit à l'image, mais le jeu Ouais, ouais. des Bordelais, y a rien à voir, quoi. Il y a vraiment Non. rien à voir. Et puis il y a une équipe Mmh. en face qui s'est éteinte. Ils ont peut-être été vexés aussi, les Bordelais. Ça a fait un peu la polémique en début de ces semaines, mais il y a eu ce chambrage à deux reprises de Teddy Thomas en première mi-temps, qui d'abord rafute ben, justement Cordero. C'est Cordero qui a été vexé même. Oui. Euh, voilà, Thomas, une fois sur une action dans les 22 mètres bordelais, il met un raffut à, à Cordero, pardon, alors qu'il était arrêté au départ. Teddy Thomas qui lui dit ben, viens vers moi si t'as pas peur, entre guillemets. Donc déjà, c'est assez couillu de la part de Teddy Thomas. Puis une deuxième fois où il a également à l'arrêt, où en gros il fait une passe un peu nonchalante en provoquant un petit peu. Euh, on va pas parler sur cette polémique énormément parce que ça fera pas avancer grand chose. Gaël Ficou juste a mis que il a dit sur RMC aujourd'hui que dès que c'était dit Thomas qui fait quelque chose, c'est démultiplié, ce qui est pas faux, Ouais. décuplé pardon d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez, on dirait voilà vraiment qu'ils ont été piqués. Il y a eu deux matchs dans cette rencontre et puis voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce petit chambrage, mais c'est drôle de voir que entre guillemets le karma a rattrapé Teddy Thomas et il l'a rattrapé assez fort pour le coup parce qu'il y a quand même Ouais. 31-0. Ouais, après, ouais, voilà, le chambrage dans le rugby, c'est toujours un débat. Depuis, la saison dernière, voilà, il y a des chambrages connus. Peut-être le plus connu, c'est celui de la finale de la Coupe d'Europe 2013 avec Dylan Armitage. Mais ouais, c'est toujours un débat. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que le pauvre Titi Thomas a pris le retour de bâton.
Et il a Mais, dû s'excuser sur les réseaux, c'est mais quand même assez lourd, hein, et, pour un et, joueur et- qui a juste, enfin, juste chambré. C'est vrai qu'on n'aime pas trop ça dans le rugby. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous, ça vous choque pas qu'on chambre un peu dans le rugby hmm. ou au contraire si vous détestez ça. Parce que c'est un véritable débat, hein, le chambrage en rugby, il faut savoir. Mais par contre, le truc, c'est que justement, sur son discours de mi-temps, Christophorios a accentué là-dessus. Parce qu'il avait confié après le match qu'il n'avait pas vraiment été. Voilà, ça n'avait pas trop plu l'attitude qu'avait eu Teddy Thomas. Et il a clairement dit à ses joueurs à la mi-temps, ils nous prennent pour des cons. Voilà, ils nous prennent pour des cons. Et donc apparemment, il faut croire que ça a galvanisé, que ça a métamorphosé cette équipe qui au final ne s'est pas laissé marcher dessus et qui a même littéralement marché sur son adversaire, qui évoluait pourtant à domicile. Et voilà, franchement, Bordeaux était à Chavant dimanche. C'était assez impressionnant. Donc Christophe Herros a basé son, son discours là-dessus. Il a trouvé l'argument qu'il fallait pour remobiliser ses joueurs et ça a marché à la perfection. Et voilà Bordeaux qui continue sa bonne forme. C'est ça. Et du côté du Racing, il y a des choses un petit peu plus inquiétantes, on va dire, avec, avec trois défaites dans les 5 derniers matchs, même dans les 4 derniers matchs, et Mm. surtout 2 défaites à l'Arena contre Montpellier et contre Bordeaux. 2 défaites sans point de bonus défensif même, donc c'est assez inquiétant, même si c'est pas affligeant non plus. Il y a il y a quand même, ils sont quand même encore sixième. Ils se déplacent ce week-end à Castres, qui sont septième. Ça va être un gros match, un peu pour la Ouf. lutte pour le top 6 entre guillemets, même si on est loin de la fin. Mm. Donc voilà, il va falloir qu'ils se reprennent et ça peut faire un gros match samedi à Castres parce que ça va être des équipes en plus qui auront un petit peu les deux une revanche à prendre parce que Castres aussi c'est incliné de peu ce week-end sur les pelouses du top 14 à Montpellier. Voilà, donc ça c'est pour le petit sujet un petit peu du match prochain où ça va être assez important ce match et nul doute que les hommes de Teddy Thomas, entre guillemets, les coéquipiers de Teddy Thomas auront une petite revanche à prendre et peut-être Après, et peut-être que Teddy Thomas va peut-être pas trop chambrer à Castres. Je après pense il va se faire petit. oui, je pense aussi, Mais mais il peut le être très truc, dangereux sur le terrain. Attention, je dis pas qu'on va pas le voir. C'est juste que il va peut-être être plus soft. sérieux, Ouais, sérieux et plus plus humble. concentré, plus concentré. Mais le truc, c'est que le Racing est vraiment irrégulier. C'est une équipe très irrégulière, le Racing. Et c'est vrai que là, ouais, c'est 2 défaites à domicile. Entre-temps, vous avez une défaite, c'était juste avant la trêve, une défaite à Brive. Ouais, comme je disais l'année dernière, la semaine dernière, quand on a fait le bilan des 10 premières journées, j'avais mis le Racing en flop parce que j'attendais beaucoup mieux d'eux. On attendait beaucoup mieux de cette équipe. Là, on se rend compte que finalement, ça va de mal en pis, quoi. Donc, c'est 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 inquiétant. Moi, je trouve que c'est inquiétant quand même pour cette équipe, vu les ambitions qu'elles affichent. J'ai l'impression de me répéter par rapport à la semaine dernière, mais bon, apparemment, c'est toujours d'actualité. Mais c'est Comme quoi, inquiétant t'avais par vu rapport juste. ouais, c'est vrai, j'avais vu juste la semaine dernière, mais pas au début de saison lors de nos previews quand je les ai mis Non, premiers ça de c'est la sûr. phase régulière à la fin de la saison. Mais non, ouais, c'est inquiétant. Il va falloir vite une remise en question des joueurs, peut-être du staff, parce que je connais un certain Jackie Lorenzetti qui doit analyser la situation de son club. Je suis pas sûr que ça lui plaise vraiment. Et on rappelle que dans quelques semaines, ce mois-ci, débute la Coupe d'Europe, la Champions Cup. La C'est Champions Cup ça. qui, depuis des années, est un objectif primordial pour le Racing. Après, à leur décharge, entre guillemets, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en négociation de contrat, tout ça, ça doit peser un peu dans l'effectif. On l'a dit, ils avaient commencé avec 22 joueurs en fin de contrat, donc Mm. ça peut un petit peu faire du mal. Ce qui a fait du mal ce week-end en top 14, c'est cette blessure qu'on a vue dès la 4e minute. Euh, je me lance de suite sur ce sujet, la blessure de Mathieu Bastaro. On joue la 4e minute de jeu entre Toulon et Lyon sur une passe à plat de Pellissier. Mathieu Bastaro arrive lancé, comme il le fait souvent pour impacter la défense adverse. Mais là, c'était terrible, c'était un peu son retour à Toulon en plus. Il s'écroule avant même l'impact. Il se tient le genou, on s'inquiète un petit peu de suite pour lui, puis on comprend de suite que ça va être grave. C'était à peine son troisième match de la saison, c'était quasiment un peu sa reprise, c'était à Mayol, son stade un petit peu,
qui lui a beaucoup apporté. Et, euh, et là, ben, on a compris de suite, évacué par une civière, on a compris de suite ben, que c'était peut-être j'allais dire la fin de saison peut-être, et même si c'est pas la fin de la saison, ben, en tout cas c'est une longue blessure et que ça allait être long, voilà, une longue convalescence qui commençait. Dès la fin du match, évidemment, Pierre Mignoni, il a été questionné sur cette blessure et il a dit, je cite, c'est plus triste d'avoir perdu Mathieu que le match. Après avoir perdu Mathieu dans ces conditions ici à Mayol, ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés, je ne peux pas vous en dire plus. Les deux genoux, c'est très rare. Avec tous les efforts qu'il a fait pour revenir, ça nous fait beaucoup de peine pour lui. On va l'aider, on va le soutenir. Je ne sais pas trop quoi dire, mais ça ne semble pas très bon. Je remercie le public toulonnais qui lui a fait une belle sortie, mais qu'est-ce que c'est triste. C'est un joueur qui a tellement donné ici. Il avait l'envie de faire un bon match pour l'équipe ici. Donc voilà, effectivement, il y avait une relation d'affection avec le public de Mayol. D'ailleurs, Mmh. je vais vous mettre d'ici quelques secondes hop, la vidéo de sa sortie sur Civière. Si j'y arrive, évidemment. Hop là, elle est là. Ouais, le message qu'il a laissé aussi sur les réseaux. Ouais, c'est fort le message Ouais. qu'il laisse sur les réseaux, mais c'est vrai que ben voilà, on s'attendait pas forcément à ça pour lui, et c'est vrai que ça fait forcément de la peine de voir ça. Euh, Hop, voilà, vous avez la vidéo avec sa sortie sous l'ovation. Euh, Ce qui est d'autant plus triste dans ce message, c'est que, enfin, dans cette sortie, c'est que il a 33 ans, c'est deux genoux qui sont touchés. Le verdict est tombé hier d'ailleurs. C'est une rupture du tendon quadricipital. Voilà, c'est une blessure très rare chez un rugbyman et ça nécessite une opération des deux genoux, une opération qui est prévue jeudi. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est à 33 ans, quel avenir pour Mathieu Bastaro. En tout cas, lui, sur un message publié sur ses réseaux sociaux, ben, il a clairement dit que que c'était peut-être enfin, qu'il se laissait en tout cas le temps de Mmh. réflexion. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait de la peine de voir ça. Et c'est dur de se dire que peut-être un joueur comme Bastaro, ben, on le reverrait peut-être plus sur les terrains après cette grosse blessure, même si du côté de Lyon, on a quand même dit on va tout faire pour qu'il revienne, quoi. Oui, 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 pour l'instant, voilà, évidemment qu'on se veut rassurant et qu'on ne mentionne pas tout de suite, une fin de carrière, prématurée, un peu comme a vécu, la saison dernière, Yoann Huget, du côté de Toulouse. Bon, clairement, quand j'ai vu l'image, voilà, je regardais le match, on est au tout début de la rencontre, hein, tu l'as dit, 4e minute de jeu, et là, on voit ça, il s'écroule et tout, et là, tout de suite, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible». Le gars a vécu tellement de mois galères. Il a eu une grave blessure la saison dernière. Sur le moment où il s'apprêtait à revenir, c'était une blessure au niveau de la main, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une petite blessure au niveau de la main en début de saison. Il y a la Voilà, grosse c'est ça. blessure de l'année dernière où on se dit c'est bon, il va pouvoir recommencer, il va pouvoir repartir de plus belle. Mais voilà, Mmh. c'est un nouveau coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt parce que voilà, c'est très dur à son âge Non, ça fait chier. d'avoir eu une saison blanche déjà quasiment, Mmh. avec quelques matchs aussi, de pouvoir reprendre, d'avoir tout fait entre guillemets pour repartir et d'être encore une nouvelle fois arrêté. J'imagine que pour sa famille, l'entourage et tout, ben, ça doit être très compliqué, même pour lui. Voilà, demain il passe au bloc et en espérant déjà que l'opération se passe bien, on lui souhaite au nom de Reka Povali ben, un bon rétablissement et puis que voilà qu'il choisisse pour la fin de sa carrière, mais que si on a la chance de le revoir sur un terrain, ben, ce soit un Mathieu Bastaro à 100% de ses capacités et pas juste, entre guillemets, un petit tour des stades pour partir, quoi. Ouais, 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 clairement, franchement, ça fait chier pour un joueur comme lui voilà, qui c'est quand même un joueur emblématique, hein, voilà, ça a été un international pendant de nombreuses années. C'était un des éléments phares de cette équipe,
Voilà, il apporte beaucoup, beaucoup sur le terrain, voilà, c'est quelqu'un qui a de la gueule, mais qui, voilà, sait trouver les mots, pendant le match pour remobiliser des troupes et ouais, non, clairement, ça fait chier de le voir comme ça et tout. On le voyait direct, je sais pas s'il était en pleurs, Il juste était en pleurs, il était quelques en ouais, pleurs, voilà, les quelques minutes il y a après pas de la doute là-dessus. quelques minutes après la sortie. C'est vraiment triste de le voir comme ça, après tous ces mois galères. Pour répondre, si on peut essayer d'apporter, un avis, moi, franchement, j'ose espérer que ça ne sera pas la fin d'une carrière. Franchement, après, cette blessure, combien de temps ça met pour s'en remettre? Franchement, c'est une blessure très, très rare. Pierre Mignoni l'avait dit, c'était arrivé Je crois au que c'est au entre Bré 4 et 6, hein, 4 et 6 mois là encore, ouais, donc on est en fin décembre, on va dire. et en espérant qu'il n'y ait pas de Pas avant complications. mars-avril, quoi, s'il doit revenir Mmh. cette saison. Et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres complications. Et Pierre Mignoni l'avait dit, c'est une blessure, assez rare. C'est quand même dingue que les 2 genoux soient touchés. Alors le pire, c'est que au début, il se touchait le genou qui n'était pas blessé, donc c'est le droit, je crois. Heu et là, Ouais, enfin moi, quand j'ai entendu à un moment, les 2 genoux seraient touchés, je me suis dit: «Mais c'est possible ça sur une prise sur d'un rien. appui?» Ouais, oui, sur rien parce qu'après voilà, est-ce que là, est-ce qu'il a pris un appui, juste avant l'impact? Mais même sur un appui et tu te romps le tendon, des 2 genoux. C'est-à-dire quand même tu as un genou qui devait être au repos et non, ça c'est assez dingue ou à moins que ce soit dans la même seconde, le tendon qui a lâché, donc là, l'appui qui s'écroule et l'autre genou était obligé de compenser et finalement, c'était le genou blessé et hop et puis finalement, il y a les 2 tendons qui partent en l'espace de quelques dizaines de secondes. C'est ça. C'est vrai que c'est assez incroyable et les genoux, c'est une belle plaie, quoi. Franchement, Ah, c'est vraiment on en sait un peu quelque chose. ah ouais, mais Dans le chat, voilà. n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'il va pouvoir revenir et voilà, si vous espérez aussi, n'hésitez pas à le dire. Mmh. Mais après, c'est vrai que souvent, hein, plus souvent d'ailleurs, quand on se blesse un genou, souvent l'autre genou suit un petit peu pas trop longtemps après, surtout quand on commence à avoir de l'âge et lui, il a un peu de tonnage en plus, donc ça peut arriver souvent de ces problèmes, ces complications-là, mais là, c'est vrai que c'est impressionnant. Les deux quadriceps, il a dû beaucoup travailler, peut-être forcer dessus parce qu'on sait très bien que le quadriceps, c'est ce qui tient les genoux Ouais, et les ligaments des genoux. Et si les tendons du quadriceps lâchent, bah, ça veut dire que peut-être il y a eu peut-être trop de travail là-dessus. Et bah, c'est triste en tout cas. Euh, on va lui souhaiter, voilà, comme on a dit tout à l'heure, un prompt rétablissement. Et puis en espérant pouvoir le revoir très vite sur les terrains de top 14. Il est sous contrat encore jusqu'en 2023, je crois. Il lui reste 2 saisons du coup mmh, avec le Loup. Donc voilà, en tout cas, dans tous les cas, le Lyon va pas le lâcher. Et encore moins Pierre Mignoni, avec qui on sait il y a une relation très proche entre les deux joueurs. Donc voilà, on va lui souhaiter un peu en rétablissement, prendre le temps qu'il faut pour se soigner, puis revenir en espérant que cette fois, ce soit un vrai retour et pas juste quelques matchs avant oui. une énième énorme blessure. Voilà, pour le top 14, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ben voilà, suivre mon contenu. Euh, Ceux qui nous écoutent sur YouTube ben plus tard dans la semaine, n'hésitez pas à mettre un petit like aussi sur les vidéos YouTube, c'est toujours sympa. Voilà. Et puis maintenant, et à vous abonner d'ailleurs à la chaîne YouTube aussi, faut pas oublier. Et maintenant, on va passer à l'échelon inférieur, entre guillemets, et la Pro D2. Beaucoup de choses à dire sur cette Pro D2, mais on a voulu retenir un peu le bas du classement où c'est très serré. Et on se demande si on se dirige pas vers une bataille à 3 pour le maintien. En tout cas, après 11 journées, après 12 journées, pardon, c'est ce qui semble un peu prendre cette direction. Parce que même s'il y a un duo Grenoble-Vannes à 21 points, il y a quand même Bourg-en-Bresse et Agen à 16 points et Narbonne avec 13 points. Donc voilà, c'est les trois équipes sur lesquelles on va dire on craint le plus une relégation pour l'instant. Et surtout, ce week-end, ces trois équipes ont perdu. Les deux promus assez lourdement, 26 à 8 pour Narbonne à Grenoble et 52 à 13 pour Bourg-en-Bresse à Nevers. Euh,
Agen a pris quand même un petit bonus défensif, mais a perdu à domicile contre Oyonnax 14-19. Euh, voilà, donc ça va être des équipes pour lesquelles bah, chaque match va compter. On peut noter quand même que le fait que les deux promus aient gagné à Agen et que Bourg-en-Bresse l'a emporté de peu face à Narbonne, voilà, ça laisse un petit supplément pour les deux clubs promus, mais Agen c'est quand même un grand club avec une grosse histoire, et on a du mal à se dire que Agen va redescendre, surtout qu'ils récoltent quand même pas mal de bonus défensifs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours un peu proches des adversaires. Il leur manque peut-être un petit aspect psychologique encore à déverrouiller, encore un petit verrou à faire sauter pour que ça aille mieux, mais ils sont plutôt dans une bonne direction, même si ben, voilà, les résultats ne suivent pas. Pour vous, dans le chat, pour toi, Kenny, est-ce que ces trois équipes vont se battre au coude à coude toute la saison pour le maintien, ou sinon est-ce que tu vois d'autres équipes peut-être un peu plus dans une difficulté dans la deuxième partie de saison, en sachant pardon, que ce week-end, Narbonne va à Vannes, donc ça va être très compliqué. Bourg-en-Bresse reçoit Bayonne et Agen reçoit Coulommiers. J'ai bien peur, ouais, qu'on se dirige là-dessus. Je pense que Vannes est lancé, franchement. Vannes qui a fait un gros résultat en allant gagner à Colomiers, alors qu'ils étaient pourtant dominés un peu en début de match. Grenoble, bon, après moi, Grenoble, c'est une inconnue, encore une fois. C'est vraiment difficile de donner un avis sur cette équipe, voilà, qui là aussi a des ambitions, mais végète très loin des places où elle devrait être. Après, on se rend compte que des clubs, c'est des clubs qui sont devant Grenoble et Vannes, hein, des clubs comme Carcassonne, comme Rouen, qu'on s'attendait peut-être à voir jouer le maintien. Ils sont devant, ils ont déjà pris quelques longueurs d'avance, plus de 5 longueurs d'avance. Euh, voilà, alors, il me faut le classement sous les yeux. Je vais te dire ça. Je l'ai si tu veux, hein. Ouais, voilà, la même. Carcassonne, voilà, par exemple, moi, que Carcassonne a 8 points d'avance sur le duo Bourg-en-Bresse-Agen, ça c'est ultra important. 9 pour Rouen. Moi, franchement, Rouen me surprend quand même. Euh, ouais, j'ai bien peur qu'on se dirige là-dessus. Le truc, c'est que voilà, je ne veux pas Vannes et Grenoble le lâcher. Mais ouais, ça va être dur. Les confrontations directes vont être ultra importantes. Agen a le désavantage d'aller chez ces 2 équipes. Ils les ont déjà reçues et comme tu l'as dit, ça s'est soldé par des défaites pour Agen. Voilà, après, C'est ça qui est inquiétant aussi pour Agen, c'est qu'on se dit que si c'est serré dans la deuxième partie de mmh, saison, mais ils doivent se déplacer à Bourg-en-Bresse et à Narbonne. ouais, faudra aller chercher faudra faire des coups. Là, voilà, ce week-end, il y a la réception de Colomiers. Colomiers qui est pas vraiment bien, mais qui est quand même quatrième du championnat. Mais qui Après est sur voilà une les mauvaise pente quand même. Colomiers, ouais, mmh, trois défaites sur les 5 derniers matchs. C'est un peu plus compliqué pour les Colombiens. ouais, c'est vrai, mais Disons que c'est le bon moment de les prendre, on va dire. oui, voilà, comme c'était le bon moment pour prendre Montauban, on a vu ce que ça a donné pour Agen. En tant que supporter agenais, je prie évidemment pour le même scénario. Mais non, mais je pense que ça va être, on va certainement, ouais, avoir ces 3-là qui vont lutter. Je ne vois pas d'autres équipes, venir, voilà, parce que Carcassonne et Rouen, s'effondrent, mais je ne vois que ces 2 clubs-là. Ouais, ça va vraiment se jouer et puis comme tu l'as dit, les points de bonus défensifs récoltés par Agen, ça paraît pas comme ça, mais peut-être que c'est ça qui va les aider à se maintenir, hein, parce qu'on se rend compte qu'Agen a une défaite en plus que Bourg-en-Bresse, mais ils sont à égalité de points. Parce qu'Agen a su aller chercher, des points de bonus défensifs assez importants. Notamment, la semaine dernière, bon, certes, c'est une défaite, non, c'était la semaine d'avant. C'est une défaite à Rouen, mais tu viens chercher un point de bonus à la toute dernière minute. Là, bon, tu es à domicile, tu cherchais plus la victoire quand même, mais tu vas chercher un point de bonus. Voilà, après, et puis par contre, Bourg-en-Bresse et Vannes et Bourg-en-Bresse et Narbonne, pardon, ont beaucoup plus de mal par contre à l'extérieur. Et là, tout se joue à domicile pour ces deux clubs. Exactement.
Voilà, après, sur le haut, c'est très serré aussi. On en parlera sûrement dans les prochaines semaines. De toute façon, n'hésitez pas. On est là tous les mardis à 18h30 avec ou sans invité. On est là tous les deux et on décrypte, on analyse les top 14 de Pro D2 et même au-delà. Puisque tout de suite, Kenny, tu vas nous parler du changement de règles de World Rugby. Non pas pour les amateurs qui est sorti aujourd'hui, ça on en reparlera sûrement prochainement si ça peut vous intéresser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas eu le temps de tout Oui. analyser, c'est un beau merdice qu'ils ont sorti. Mais là, on va parler du changement de fédération pour soutenir les nations du tiers 2. Ouais, exactement. La semaine dernière, World Rugby a apporté des changements, sur son article 8 concernant l'éligibilité des joueurs internationaux. Alors, Il est dur ce mot. l'éligibilité, Ouais, bah, il y a beaucoup ça de fait 2 fois que tu patines un peu dessus. il y a beaucoup de i. Des joueurs donc, concrètement, des joueurs vont pouvoir changer de fédération et de jouer pour un autre pays que celui avec lequel ils évoluaient auparavant. Donc les conditions, donc il ne faut plus être sélectionné dans l'équipe nationale d'origine, depuis 36 mois, soit 3 ans. Être né dans le pays, pour lequel le joueur souhaite évoluer ou avoir un parent ou un grand-parent né dans ce pays. C'est les 2 seules, conditions, qui sont nécessaires. Donc cela ne pourra évidemment s'appliquer qu'une seule fois par joueur. Voilà, on ne va pas retrouver un joueur, 3 ans Oui, il va pas y avoir des allers-retours, quoi. c'est ça, voilà, Ce qui est mieux d'ailleurs, hein, on va pas se ouais, mentir. oui, parce que ce serait un peu what the fuck, mais donc le changement s'appliquera à partir donc du 1er janvier, 2022. Évidemment, on a tout de suite pensé aux équipes qui seraient bénéficiaires de cette règle, les nations du tiers 2, et notamment on pense aux îles, les Fidji, les Tonga et les Samoa. Beaucoup de ces joueurs, partent pour, jouer, soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie. Ça, c'est surtout pour les Samoans et les Tongiens qui se font piller un nombre incalculable de joueurs. Et on se rend compte, voilà, certains médias s'amusent à faire des équipes, des sortes de fantasy équipes que pourraient avoir les Samoa Ouais, et les des équipes Tonga. type avec en récupérant ses joueurs. Et d'ailleurs, j'ai C'est noté, ça. je sais que tu allais enchaîner sur ça, mais je te vole un petit peu la parole. Vas-y, vas-y. Les Tonga pourraient être fortement bénéficiaires de cette règle. Bah oui. Quand on voit les joueurs qui pourraient bénéficier immédiatement de cette règle, il y aura d'autres joueurs qui pourront bénéficier de ça dans les prochaines semaines. Mais dans un premier temps, Charles Putao, Georges Moala, Pita Aki, Vaya Fifita, Ngani Lomape, Sekope Kepu et Israël Folao pourraient rejoindre la sélection du Tonga. Quand on entend ces noms, c'est des grands noms Mmh. du rugby. Quand même des stars qui ont joué soit en Australie pour Folao à 13 à 15 ou pour beaucoup avec la Nouvelle-Zélande, mais c'est des renforts extrêmement de poids et ça change une ossature d'équipe. Ah oui, bah, ça change une équipe, oui, surtout quand tu vois, par exemple, les Tonga à l'heure actuelle, qui est vraiment une équipe en perte de vitesse, enfin voilà, c'est de loin, c'est pas Mais les d'ailleurs, c'est quand même assez drôle que ce soit après cette tournée de novembre où, entre guillemets, des équipes, que ce soit les Fidji, ils ont eu vraiment du mal. Les Tonga, ils ont été à la rue totale. Quand on voit même contre les Babas qui se sont entraînés 3 jours dans la semaine, y compris, je pense qu'ils ont fait plus d'heures d'entraînement au bar que sur un terrain de rugby. Ils ont pris mmh. une branlée contre eux. Donc on voit que quand même, ça pourrait apporter quand même pas mal de choses. Bah, ouais, 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 c'est et faut d'ailleurs, faut mentionner qu'après les Tonga après les Barbarians, pardon, les Tongiens ont perdu contre la Roumanie dans un match où ils n'ont pas vraiment existé, où ils se sont fait dominer et le score, je crois que c'est 29-18 ou un truc comme ça, mais il y a pas photo, là, les Roumains méritaient largement leur victoire. Mais la Roumanie qui bat les Tonga, il y a quelques années, c'était pas ça. Donc voilà, c'est vraiment des équipes en perte de vitesse. Après, il faut savoir que les fédérations, surtout, au Tonga et aux Samoa, les fédérations d'énormes problèmes d'argent. Donc voilà, c'est vrai qu'il fallait trouver des solutions assez rapidement et puis voilà et après, bah, les Fidji aussi pourraient en bénéficier. Alors c'est vrai que là, c'est un peu plus au niveau européen. D'ailleurs, en France, hein, il y a des cas de Fidjiens. On pense notamment à Ali Vereti-Raka, par exemple, ou Virim Vakatawa. Bon, ça, il faudra attendre encore un peu. Vakatawa aura sa place, mais enfin voilà, c'est des exemples qu'on peut donner.
Et après, on peut aussi mentionner, pas seulement ces nations, mais peut-être, même ce qu'on pourrait appeler le tiers 3. Donc, on pense à des nations assez mineures quand même dans le paysage mondial du rugby. Le Portugal, l'Espagne, Ouais, d'ailleurs, l'Algérie. Sedatec Gomessa, qui est portugais, enfin qui a des origines portugaises, Exactement. euh, pourrait être appelé par Patrice Talgisquet. C'est une info qui est sortie, c'est lui Ouais. le sélectionneur du Portugal. Et si je me trompe pas, j'ai un petit doute, mais je crois Oui, pas. oui, c'est ça. Et voilà, il pourrait faire partie de ces joueurs qui pourraient profiter parce qu'il a eu quelques sélections bleues, il me semble, il a fait quelques apparitions. Mais d'ici un an ou deux, ben voilà, ça pourrait être des joueurs. On pourrait avoir en fait un listing de ces équipes un petit peu où c'est compliqué de jouer. Qui se font souvent voler des équipes, l'Espagne peut-être aussi, voilà, notamment des Espagnols, les Portugais, tu as raison de les citer, des Allemands, toutes ces nations un peu émergentes et qui sont en deçà du niveau des top équipes, top nations mondiales, ben, pourraient profiter et ça pourrait homogénéiser entre guillemets le Mmh. niveau, surtout, faut le rappeler quand même, surtout pour les nations des îles du Pacifique, parce que forcément, là, il y a quand même, entre guillemets, il y a du vol entre îles de joueurs, mais voilà, ça pourrait leur profiter et ça pourrait donner, on va dire, une élévation du niveau global des petites équipes et peut-être des choses plus intéressantes avec voilà, des Tonga, des Samoa, des Fidji revigorés, même si le Fidji c'est quand même à assez bon niveau déjà. Oui. Et puis mine de rien, pour ces joueurs, des fois qui ont 3-4 sélections avec les Blacks, puis qui sont plus appelés, qui partent en France et qui se disent ah ben voilà, ben, ma carrière à l'international elle est finie. J'ai pris cette décision de partir de la Nouvelle-Zélande parce que ben, mine de rien, le top 14 pour un joueur c'est beaucoup plus d'entrée d'argent, beaucoup plus de visibilité. Je pense que quand même quand on joue au top 14, on a une vie qui est quand même plutôt sympa. Et ben là, ils vont pouvoir se dire voilà, ben, je fais 3 ans. Moi, par exemple, qui est peut-être meilleur maintenant que quand il est arrivé, ben, peut se Oui. dire ben, je peux avoir une deuxième chance en sélection. Ça peut être ou Pitaki qui est un petit peu boudé par la sélection, alors que même là, on se demandait s'il allait pas y repartir parce qu'il est tellement fort avec Toulouse. Ben voilà, là, c'est des joueurs qui maintenant pourront partir de leur pays et se dire ben voilà, dans 3 ans ou entre guillemets 2 ans, ou quand entre guillemets ils sont éligibles, ben, ils peuvent retrouver une sélection et peut-être, voilà, je viens d'avoir une blague dans ma tête, mais ils pourront faire plaisir à papa et à maman comme ça. Un peu avec la Nouvelle-Zélande, un peu avec le Tonga. Ouais, voilà, ouais, c'est complètement ça. Après, donc voilà, on a des cas de Morgan Parra aussi, hein, pourrait jouer avec le Portugal, hein, Ça, et en d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a complément, une hein. nation quoi, sur laquelle on n'a pas parlé, mais qui fait beaucoup de bruit, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, oui. L'Algérie qui pourrait déjà on sait qu'il y a Best qui y joue et qui est un Mmh. des leaders de cette équipe, mais il y a Maxime Mermoz qui a dit qu'il pourrait être intéressé s'il arrive à se réathlétiser et qu'il arrive à retrouver un vrai niveau. Oui. Sofiane Guitoun, Alors ça, ce serait énorme. Ça pour l'Algérie, ce serait énorme parce que Rabat Slimani. oui, Il y a des joueurs qui ont été au top, qui sont forcément un peu en dessous, mais par exemple Guitoun, qui est quand même un très bon joueur du Stade Toulousain, qui pourrait se retrouver à rejouer, en sélection avec l'Algérie, qui en plus, ben là, il pourrait les prendre maintenant. Et c'est des joueurs qui sont en passe, qui vont jouer une qualification dans la zone Afrique ben, pour la Coupe du Monde, donc ça peut être ultra mmh, intéressant de voir cette équipe changer. Et on sait qu'en plus l'Algérie en ce moment a un peu de hype entre guillemets avec Best qui les a rejoints pour finir sa saison. Tout ça, ça pourrait rajouter encore un peu plus, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir l'Algérie émerger en rugby. Ça serait un petit peu une nouvelle nation parce que c'est vrai que c'est pas très réputé encore du côté du rugby. ouais, après voilà, le petit bémol par contre avec cette règle, c'est que voilà, on évoque ces cas de joueurs qui voilà, ne sont plus dans la sélection et qui pourraient aller vers des sélections inférieures. Mais le cas inverse, de joueurs qui pourraient aller dans des sélections supérieures, il n'est pas à exclure aussi. Vous avez un joueur, qui perce dans la sélection, samoane, ou tongienne. Rien n'interdit, la Nouvelle-Zélande de lui faire les yeux doux, bon, Je suis assez pendant d'accord, mais pendant là 3 ans, on te verrouille où un peu, tu te mets bien et tout, et 3 ans puis, dans une carrière de sportif, c'est extrêmement long.
C'est Tu ça, peux pas, tu c'est peux pour ça que ce sera pas évident. Mais pourrait y avoir des cas, mais c'est vrai dans que l'autre sens, entre guillemets, tu joues à 23 ans avec une sélection, je sais pas, avec la Nouvelle-Zélande, puis voilà, tu pars en top 14 où tu es un peu perdu de vue, tu fais une blessure et puis tu arrives pas à revenir, et puis 3 ans après, tu joues avec les Tonga, et quand même plus probable que je perce avec les Tonga. Si tu perces avec les Tonga, tu sais que jusqu'à 35 ans, tu as une place qui est signée si tu arrives à maintenir un niveau correct et si tu te blesses pas forcément à très long terme. Je pense que du coup, voilà, ça va forcément favoriser le tiers 2 et un peu le tiers 3 du rugby mondial. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça cool ou plutôt si vous trouvez que ça dénature un peu le rugby. Je sais que quand même globalement sur les réseaux de tout ce que j'ai pu lire, c'est quand même ça plaît mmh, plutôt pas mal à tout le monde. Donc moi ça me voilà. plaît. Ouais, moi Moi personnellement, moi je ça me suis plaît assez parce que intéressé. Après, faut voir. Faut pas, comme tu disais, faut pas qu'il y ait de l'abus, faut pas que on sait jamais, des histoires d'argent un peu louches de t'arrêtes de jouer avec cette sélection, puis tu viens dans la nôtre, et puis t'inquiète pas, on te rince tant par an ou quoi si tu viens jouer avec nous. Mais c'est vrai que des 3 ans, quand même, est assez on va dire, dirigé pour éviter tout scandale et tout. C'est pas d'une année à l'autre, c'est pas d'un match à l'autre. Donc voilà, j'ai c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. j'écoutais, c'était les grandes gueules du sport, d'RMC qui faisaient un débat samedi matin, Ouais. là-dessus et on je me souviens plus qui s'inquiétait du fait que, attention parce que bientôt là, voilà, on voit ces changements et tout, que les sélections nationales ne commencent pas à devenir des clubs. Où voilà, on se fait son truc comme ça, voilà, cette règle va donner un peu plus de liberté à ce niveau-là. Bon voilà, je pense pas, mais bon, c'est vrai qu'il faudra un cadre clair. D'ailleurs, chaque cas sera validé, hein, aussi, hein. Certes, il y a les 2 conditions, mais ensuite le cas sera validé par une commission de World Rugby, pour voilà, pour acter le changement de sélection. Mais voilà, après oui, moi je trouve que c'est quand même, très bien, voilà, pour ces nations, pour ces petites ou moyennes nations qui ne demandent heu, qu'à 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 grandir, et voilà. Le truc, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est l'Algérie à la coupe du monde 2023 en France. Ça serait un retentissement incroyable. Ce serait une énorme vitrine sur le rugby algérien et en général sur le rugby africain qui est pour l'instant monopolisé, il y a pas un autre mot, c'est un monopole, un extra monopole de l'Afrique du Sud. Quand vous savez que la deuxième nation africaine, c'est la Namibie, Oui, ça pose des voilà quoi, questions. donc voilà, c'est vrai que ça peut Qu'il y a mettre une un fois la Côte d'Ivoire qui a réussi à un petit peu oui, surprendre son monde et à se qualifier, mais c'est vrai que 99, 19, 95, 99. 99. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez bien comme règle. Moi, franchement, j'attends de voir parce que ça m'intéresse vraiment pas mal de savoir si il y a même si des joueurs vont vouloir en fin de cycle un petit peu parce que malheureusement, quand t'as 3 ans, je veux dire un Rabat Slimani, là, il est éligible, mais il a 34 ans, je crois, un truc comme ça, donc Mmh. 34 ans, donc tu vas pas avoir des joueurs frais, quoi. Tu vas avoir des joueurs quand même qui ont du vécu, mais pour des sélections comme ça, tu encadres des joueurs amateurs ou entre guillemets semi-professionnels. Donc ça peut être intéressant. Mais moi je trouve ça passionnant. Il me tarde de voir, notamment, c'est vrai que l'Algérie, ça peut être ultra intéressant parce que c'est peut-être l'endroit où on va avoir le plus de joueurs de top 14 qui vont Mmh. changer, quoi. Et c'est pour ça que attention, là aussi, par exemple, à la Nouvelle-Zélande, de ne pas laisser, s'en aller, de jeunes pépites, voilà et de les perdre de vue, parce que, là sinon, voilà un jeune qui fait 2 sélections, bon au final, ouais, bon non merci et le gars il a 27 ans, il se retrouve dans une autre sélection et au final c'est une machine. Ouais, c'est voilà, ça va aussi, changer au niveau des fédérations et surtout, par exemple, les fédérations qui mettent leurs joueurs sous contrat. Les cas principaux sont la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Donc voilà, attention à ne pas laisser, certains s'en aller, voilà et aussi, au niveau de la Grande-Bretagne, voilà, certains peuvent faire le chemin entre Angleterre, Irlande, Écosse, là aussi ça C'est pourrait vrai. changer donc ouais, c'est vrai que
Voilà, c'est intéressant. Alors, je pense que les effets ne se feront pas ressentir sur la coupe du monde 2023, mais peut-être sur la coupe du monde 2027, parce que là, on est quand même juste à 2 ans de 2023. Ça va arriver vite. Mais Ouais, voilà, surtout que les ouais. qualifications sont quasiment finies, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, dans 2027, dans 6 5 ans? ans, 6 ans. 6 ans? Peut-être que les premiers effets se feront ressentir. Mais voilà, en tout cas, à voir ce que peut donner cette règle. Mais en tout cas, c'est intéressant, contrairement aux règles qui nous ont pondues aujourd'hui. Mmh. Ouais. Si vous avez suivi les règles de l'amateur, c'est assez pépite. Euh, c'est en gros un pot pourri, faites ce que vous voulez. On va jouer Je- à 10 contre 10. Énorme. vous Moi, ça pouvez va être jouer du ça va être du de foot. 10 jusqu'à 15. Incroyable. Suivant le nombre que vous êtes, vous faites entre 30 et 40 minutes. Non, c'est pas mal. Après, pour revenir un peu à ces règles amateurs, c'est juste en gros 10 règles. Et en gros, les fédérations les appliquent s'ils veulent, quoi. C'est un peu ça si on Mmh. doit retenir quelque chose. La taille du ballon. La taille du ballon peut être modifiée, ça, c'est incroyable. C'est ça. On peut jouer en 4, 4,5, 5, j'ai lu. Ouais. Les tailles, ouais, c'est des génies. Allez Bref, chercher ça sur les réseaux de World Rugby, ils ont sorti leur truc et tous les médias en parlent et vous expliquent ça en français. Parce que sur World Rugby, c'est en anglais. c'est ça. Et du coup, bah, je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Déjà, ça file. Euh, et c'est le récap transfert. On n'a pas pu le faire ces dernières semaines. Mais là, on vous propose, n'hésitez pas à poser des questions sur l'émission, en tout cas, et dans le chat, on y répondra après. Il n'y a pas de souci, on est là pour passer du temps avec vous. Euh, mais du coup, le récap transfert, et on va parler d'un joueur qu'on a parlé un petit peu justement pour aller peut-être en sélection d'Algérie, c'est Sofiane Guitoun qui a décidé de prolonger avec Toulouse. Le centre international va prolonger donc avec le stade toulousain selon RMC Sport, c'est pas encore officiel il me semble. Le dossier serait même déjà bouclé si on en croit bah, du coup RMC Sport. Celui qui pourrait être concerné par la nouvelle règle de World Rugby, on en parlait, pour jouer avec l'Algérie, aurait signé un contrat de 2 ans supplémentaires. Voilà, l'annonce devrait être imminente. Et du coup, à Montpellier aussi, il y a un joueur, une pépite un peu du rugby français, qui décide de continuer alors qu'il avait été un petit peu courtisé par d'autres clubs. Ouais, en pleine convalescence après sa grave blessure au genou, hein, c'est Arthur Vincent, 22 ans. Alors j'avais mis qu'il va prolonger, eh ben non, parce qu'il a prolongé, je viens de recevoir la notification vraiment à l'instant. Donc il a prolongé, son contrat avec le MHR. 2 saisons supplémentaires pour Arthur Vincent, double champion du monde, hein, on le rappelle avec les Bleuets, qui était international et qui était l'un des hommes forts, sous Fabien Galtier. Arthur Vincent qui était notamment sur les tablettes du Stade toulousain. Mais voilà, maintenant c'est officiel, Arthur Vincent, 2 ans de plus à Montpellier. Et on reste d'ailleurs à Montpellier, Damien, parce que les Montpelliérains s'apprêteraient à faire un gros coup là. Ouais, c'est un gros coup que s'apprête à faire le MHR, si l'on en croit les informations du Midi Olympique. En effet, le club héroltais aurait enrôlé dans ses rangs l'ailier néo-zélandais de l'UBB Ben Lam, âgé de 30 ans. L'ancien joueur des Hurricanes a inscrit 11 essais depuis son arrivée en France et en top 14. Très puissant et véloce, le joueur s'était fait remarquer à Wellington. Il avait marqué 16 essais lors du Super Rugby. C'est véritablement un gros coup qu'est en train de faire le MHR. Tandis que quand même l'UBB est en train de sécuriser un de ses joueurs. Ouais, le deuxième ligne australien, Kane Douglas, 32 ans, 31 sélections avec les Wallabies. Selon le quotidien local Sud-Ouest, Douglas aurait prolongé avec l'UBB 2 saisons supplémentaires. Douglas qui était arrivé en 2018 en Gironde et depuis il a disputé 83 matchs avec l'UBB. C'est quand même l'une des pièces maîtresses du vestiaire girondin. Et on reste toujours à l'UBB, décidément, les Bordelais qui sont actifs sur le marché des transferts. C'est ça, ça bouge à l'UBB. Là, c'est un joker médical qui arrive avec James Hart qui continue d'arpenter tous les clubs de France petit à petit. L'Irlandais, après Grenoble, le Racing et actuellement Biarritz, le demi de mêlée de 30 ans, va connaître un quatrième club dans l'Hexagone, donc l'UBB. Le joueur qui est passé également par le Munster arrive avec effet immédiat et devra notamment pallier l'absence de Jules Gimbert qui s'est gravement blessé au genou en début de saison. Et voilà, c'est un joker médical quand même de qualité qui arrive du côté de Mm. l'UBB.
Et on file, maintenant à Perpignan, qui a prolongé son centre et capitaine Mathieu Acebes, donc il va rester en Catalogne, le joueur de 34 ans qui avait joué, hein, qui était titulaire lors du dernier match, des Barbarians français, s'est engagé pour une saison supplémentaire. Ça a été donc officialisé aujourd'hui, par le club. Il était arrivé en 2016, et depuis Acebes a disputé 112 matchs sous le maillot, saint et or, pour 29 essais inscrits. Donc c'est quand même l'une des pièces maîtresses de ce collectif perpignanais. C'est ça, un joueur d'expérience. Mais du côté de Perpignan, on a aussi appris que la perte de Karl Château qui a décidé de rejoindre Colomiers comme joueur supplémentaire immédiatement. On l'a appris à l'issue du match ce week-end de l'USAP. Au club depuis 2013, le troisième ligne Karl Château serait sur le point. Il a quitté la Catalogne. Formé à Toulouse, le joueur devrait s'engager donc à Colomiers. Château a affirmé en avoir parlé avec son entraîneur Patrick Arletaz. Voilà, une longue discussion entre les deux, mais il a compris aussi que voilà, il y avait trop de concurrence et que voilà, son temps de jeu allait fortement diminuer, surtout avec Alan Brazo, qui est un ami de Karl Château et qui a marqué un essai ce week-end. Et il a dit dans le Midi Olympique sur Rugby-Rama que c'était un peu un signe du destin que son copain marque ce week-end pour lui faire comprendre voilà, c'était peut-être le moment de bouger. Donc c'est un choix qui a été motivé du coup par le manque de temps de jeu pour ce joueur qui a quand même disputé 184 rencontres avec l'USAP, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14. Et on file, à La Rochelle maintenant, formé à La Rochelle, le jeune pilier Léo Aouf, 24 ans, va continuer, l'aventure, sur les bords, de l'Atlantique. Le gaucher a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, et il compte bien, comme il a affirmé, je cite: «Continuer à grandir, m'exprimer et acquérir de l'expérience dans ce club qui m'est cher». Donc voilà, Léo Aouf qui prolonge, jusqu'en 2024 avec La Rochelle. Et le Racing d'Amiens a enfin son joker médical à la mêlée. C'est ça, avec les blessures de Iribaren et Nolan Le Garec, le club s'était mis à la recherche d'un joker médical. Alors, le Racing, on en parle toutes les semaines avec les nombreuses prolongations de contrats, départs, arrivées. Et là, c'est l'arrivée de Mitchell Short, l'Australien de 26 ans, qui est passé par les Waratahs et la Western Force. Arrive voilà pour jouer avec le Racing 92 comme joker médical du coup de Teddy Ribaren et de Nolan Le Garec blessé pour de longues durées. C'était un peu une sorte d'épidémie, en tout cas, de ces deux joueurs qui sont blessés coup sur coup au Racing. Et ils n'avaient plus que Maxime Machenaud et que Maxime Machenaud d'ailleurs en numéro 9 euh, capable de jouer à ce poste, habitué en tout cas à jouer à ce poste, sinon c'était Antoine Gibert qui devait prendre la relève, donc ça allait être un peu compliqué pour eux. Euh, mais ce joueur, voilà, il arrive avec effet immédiat et il va pouvoir un petit peu aider, en tout cas, aider le banc du Racing et un peu suppléer Maxime Machenaud, qui va avoir une grosse saison, Maxime Machenaud, pour sa dernière saison au Racing. Et à côté, à Paris, il y a une petite info qui a fait un peu de bruit en voulant parler. C'est pas Mmh. vraiment un transfert, mais ça fait parler. Ouais, après Alexandre Ruiz à Montpellier, un autre arbitre va rejoindre un club de top 14. Alors, c'était Midi Olympique qui avait eu, vent de cette rumeur. Romain Poit, l'un des arbitres français les plus expérimentés, va intégrer, le club du Stade Français en tant que consultant. C'est lui-même qui l'a précisé. Il voulait préciser, voilà, parce que on pouvait se dire: «Il va être dans le staff et tout». Non, Romain Poite l'a dit, il ne sera pas membre du staff du Stade français, mais il sera consultant du Stade français. Une décision qui a été validée par, le directeur national des arbitres Franck Massiello. Donc voilà, Romain Poite qui va rejoindre le Stade français, voilà, pour un peu aider au niveau, de la discipline parisienne. Les Parisiens qui ont été ultra indisciplinés depuis le début de la saison. Des chiffres, hein, par exemple, en 11 journées, les Parisiens ont écopé 11 cartons, 10 cartons jaunes, un carton rouge. Donc voilà, il faut vite régler cela. Donc Romain Poite va aider un peu le Stade français à pourquoi pas corriger toutes ces erreurs. Et bien sûr, évidemment, l'arbitre l'a précisé, il n'arbitrera pas le Stade français durant cette phase de collaboration
qui semble un peu pour l'instant à durée indéterminée. Mais voilà, pour l'instant, l'arbitre va s'atteler à cette tâche dans les prochaines semaines. Et il a précisé du coup à nos confrères de Midi Olympique que effectivement c'est à durée indéterminée, qu'il n'arbitrerait plus le Stade français pardon, jusqu'à la fin de la saison, et que à l'image d'un Alexandre Ruiz, c'est sa dernière saison en tant qu'arbitre professionnel, et que du coup, un challenge dans un staff Mmh. pourrait l'intéresser à l'avenir, à l'issue de cette saison. Donc voilà, c'est un premier pas aussi pour lui dans le monde du staff professionnel et pour intégrer un staff. Il se fait un petit peu la main du coup euh, au Stade français. Puis aussi, autre précision, c'est que souvent, quand même, surtout en début de saison, les arbitres sont appelés pour un petit peu identifier et aider les équipes à améliorer, que ce soit leurs attitudes dans les rucks, etc., en mêlée, euh, voilà, pour les lignes de hors-jeu, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est rarissime, mais c'est quelque chose qui fait un peu parler parce que c'est en cours de saison et en plein milieu de la saison. Donc voilà, ça c'était pour le recap transfert. Il y a d'autres infos évidemment qu'on n'a pas pu le mettre, mais un peu pêle-mêle, Kenny, il y en a quelques-unes quand même. Bah oui, l'Argentin, Escura, demi-mêlée argentin qui est arrivé à Grenoble. Martin Puech, ça c'est quand même important, qui a prolongé son contrat, à Pau, Capitaine de Pau. heu, capitaine de Pau. Hardy Savea qui a prolongé avec la fédération néo-zélandaise et donc voilà, on va en parler de ces joueurs qui sont prolongés par leur fédération, c'est le cas en Nouvelle-Zélande. C'est pas Ben Lam, mais c'est Dylan Lam qui a rejoint le Brive en tant que joker En même temps, médical. Ben Lam, il part à Montpellier. Il peut pas aller partout, hein. Exactement. L'affaire Para, ça va être intéressant à suivre sur ces prochaines semaines. Para qui va quitter Clermont à la fin de la saison. Toulon, le Stade toulousain et le Stade français sont sur les tablettes pour recruter le joueur qui, là aussi on l'a dit, pourrait changer de sélection. Il en a la Changement, possibilité. Euh, changement d'air du côté de Clermont avec le départ ah aussi ouais. de Lopez, où on ne sait pas exactement où il va partir, mais il devrait partir aussi de Clermont, donc c'est un Mm. changement de charnière et d'air du côté de Clermont. Ensuite, il y a Antoine Miquel qui pourrait rejoindre l'UBB, voilà, qui cherche à se renforcer en troisième ligne et qui pourrait apporter voilà, beaucoup d'expérience. Antoine Miquel qui n'a Remplacer pas Pitonel. énormément de temps de jeu du côté de Toulouse, mais voilà, qui pourrait apporter. Euh, Encore des nombreuses prolongations au Racing, comme on le disait, chaque semaine on en parle, mais parce qu'il y avait 22 ou 23 joueurs en début de saison qui étaient sans contrat à l'issue de la saison en Mm. juin 2022. Donc voilà, ça prolonge à tour de bras et ça déclare aussi que certains joueurs ne seront pas conservés comme Imhoff. Et puis quelques petites tentations du côté du Racing aussi comme recrue. Ouais, effectivement, on a le Toulousain Tafili, le pilier toulousain Tafili, qui pourra arriver. Donc ça, c'est encore une rumeur, mais par contre, ça, c'est des rumeurs très, très chaudes, ça pourrait se faire et il y a quand même un gros nom, Trevor Nyakane, le pilier, international sud-africain, qui joue actuellement, pour les Sharks, qui pourrait, rejoindre, le Racing. Donc ça, ce serait quand même une très grosse, info. Il y a aussi un 2e ligne namibien, Bressler, qui pourrait là le dossier serait déjà, bouclé. Mais voilà, le Racing qui s'active vraiment. Là, on voit le Racing et Bordeaux-Bègles, c'est les 2 clubs qui sont pour l'instant les plus actifs sur le marché des transferts. Nul doute qu'on vous en reparlera dans les prochaines semaines, dans les prochains récaps transferts. Exactement. Et du coup, cette émission touche à sa fin. On arrive à une émission plus courte forcément que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il y a eu une interview très riche de Laurent Cardona, pardon, qui a été voilà, qui a été vraiment un plaisir. Là, c'est une émission plus courte, mais qui est vraiment intéressante. Merci Kenny, en tout cas, de Avec m'avoir plaisir. accompagné comme à ton habitude tous les mardis à 18h30. On vous rappelle, le rendez-vous est pris déjà pour la semaine prochaine. On sera là. Euh, Merci à vous en tout cas dans le chat et merci à tous les viewers qui sont passés sur ce live. La VOD sera disponible sur ce compte Twitch et sur YouTube évidemment à partir de demain midi ou 13h, entre midi et 2 en tout cas. Merci à tous et on se retrouve évidemment la semaine prochaine et demain pour un nouveau live.